Maman a dit, c'est mieux si tu ne viens pas, tu gâcherais l'ambiance. Je suis resté silencieux. 2 mois plus tard, elle a découvert que ma vidéo de mariage faisait le buzz dans le monde entier. La liste des invités l'a fait s'évanouir. La voix de ma mère était légère au téléphone, comme si elle m'annonçait la météo. Ce serait mieux que tu ne viennes pas, Amandine. J'arrêtai de remuer mon café. Quoi? Maman, de quoi tu parles? J'entendis des rires en arrière-plan. Ma sœur Chloé, elles étaient probablement en train de regarder des robes. Le mariage, ma chérie. Le mariage de Chloé. Elle soupira comme si j'étais lente à la détente. Nous venons de décider. C'est mieux si tu n'es pas là. Je serrai le téléphone si fort que mes jointures devinrent blanches. Pourquoi? Sa voix devint tranchante mais toujours faussement douce. Tu sais comment tu es. Tu ne ferais que gâcher l'ambiance. Je ris. C'était un son bref et sec. J'étais le secret de famille. Celle qui ne cadrait pas avec leur parfaite photo de Noël. Ils voulaient une journée parfaite sans la fille qui n'était pas parfaite. D'accord, maman, dis-je. Je raccrochai. Je restai là, dans le silence de ma cuisine, et je me sentis disparaître. Ils m'avaient finalement effacé. Très bien. Si je ne faisais pas partie de leur histoire, j'écrirais la mienne. J'en écrirais une si grande que le monde entier la lirait. Et je ne les laisserais plus jamais tenir la plume. De l'extérieur, nous étions la famille idéale. Nous vivions dans une grande maison blanche à colonnes dans la plus belle rue de Versailles. Mon père, Robert Dubois, était un associé prospère dans son cabinet d'avocat. Ma mère, Diane Dubois, dirigeait l'œuvre caritative locale. Nous allions au club de golf pour le brunch du dimanche. Chaque année, maman nous faisait prendre une photo de Noël. Elle choisissait toujours les tenues. Une année, c'était des pulls assortis de couleur crème. Une autre année, c'était bleu marine et blanc. Nous devions nous tenir près de la cheminée en souriant. Mon père rayonnait. Ma mère s'agitait autour de ma sœur cadette, Chloé, arrangeant ses cheveux blonds. J'étais toujours au bout. Quand les photos revenaient, maman encadrait la meilleure. Regardez, disait-elle aux invités, ma famille parfaite. Sur ces photos, j'avais l'air parfaite aussi. Je souriais, mais j'avais toujours l'impression de porter le pull de la mauvaise couleur. À l'intérieur de cette maison, les choses étaient différentes. À l'intérieur, j'étais l'ombre. Notre maison n'était pas bruyante. Il n'y avait pas de cris. Au lieu de cela, il y avait le silence. Le silence était lourd. C'était le son des choses non dites. C'était le son de la déception de ma mère. Ma mère, Diane, adorait les apparences. Tout devait avoir l'air correct. Son jardin, ses vêtements, ses enfants. Si quelque chose n'allait pas, si je renversais du jus au club de golf, ou si je portais une chemise qu'elle jugeait négligée, elle ne se mettait pas en colère. Elle devenait juste très, très silencieuse. Elle me regardait. Amandine, disait-elle, et sa voix était si froide. Que vont penser les gens? Mon père adorait ma mère. C'était un homme bon. Je pense qu'il était gentil, mais il était faible. Il travaillait tout le temps. Quand il était à la maison, son seul travail était de rendre maman heureuse. Et rendre maman heureuse signifiait être d'accord avec elle. Je me souviens quand j'ai gagné le concours scientifique national en classe de seconde. J'étais si fier. J'ai ramené le premier prix et le certificat. Papa, regarde, dis-je en le tendant. Il sourit, mais ses yeux étaient sur ma mère qui lisait un magazine. C'est super, Amandine. C'est vraiment génial. Diane, as-tu vu? Amandine a gagné son truc de science. Ma mère leva les yeux de son magazine. Elle ne sourit pas, oh, c'est bien. As-tu pensé à sortir les poubelles? Elles sont sur le trottoir. Le ruban me parut stupide dans ma main. Je le mis dans le tiroir de mon bureau. Je ne le sortis plus jamais. Et puis il y avait Chloé. Chloé était le soleil. Elle avait 2 ans de moins que moi. Elle était blonde, pétillante et facile à vivre. Elle était tout ce que maman voulait chez une fille. Elle était tout ce que je n'étais pas. J'étais calme. J'aimais lire des livres. J'avais les cheveux bruns que je relevais simplement en queue de cheval. Chloé était la reine du lycée, extrêmement populaire.
Elle avait un rire qui faisait se retourner les gens. Maman et papa adoraient Chloé. Ils ne manquaient jamais ses compétitions sportives. Ils applaudissaient le plus fort. Quand Chloé avait un B à un examen, mon père plaisantait, « Eh bien, B, c'est pour Belle. » Quand j'avais un A, ma mère demandait, « Un A moins. » Qu'est-il arrivé au plus? J'ai appris très tôt. Dans notre maison, le silence était le prix de l'amour. Pour être aimé, il fallait être silencieux. Il fallait s'intégrer. Il fallait être parfait, comme sur les photos de Noël. Si tu étais désordonné, si tu étais différent, si tu avais des problèmes, on te mettait de côté. On t'ignorait. J'étais le problème. J'étais celle qui était trop sensible. J'étais celle qui était trop sérieuse. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, soupirait ma mère en regardant Chloé qui riait avec ses amis au bord de la piscine. J'étais assise à l'ombre en train de lire. Je ne savais pas comment être comme Chloé. Je ne savais qu'être moi. Et moi n'étais jamais assez bien. Pourtant, je continuais d'essayer. Je pensais que si seulement j'essayais plus fort, si j'étais assez bien, si j'étais assez silencieuse, ils me verraient enfin. J'allais à tous les dîners de famille. J'apportais des cadeaux pour les anniversaires et les anniversaires de mariage. J'ai trouvé un bon travail en marketing après l'université. J'ai emménagé dans un bel appartement. J'ai essayé d'être la fille qu'ils voulaient. Je me présentais à Noël, les cadeaux à la main. J'avais passé des semaines à choisir l'écharpe en cachemire parfaite pour maman, les clubs de golf coûteux pour papa, le sac de créateur pour Chloé. Oh, disait maman en déballant l'écharpe. Comme c'est original. Elle la pliait et la remettait dans la boîte. Je ne la verrais jamais la porter. Chloé ouvrait son sac, poussait un cri de joie et me serrait dans ses bras. Merci, Amandine. Je l'adore. 2 jours plus tard, je la voyais utiliser le vieux sac que maman lui avait acheté. Je continuais à me présenter. Je continuais à sourire pour les photos. Je continuais d'espérer que mes efforts pourraient compenser ce qui me rendait différente. Je pensais que si j'étais parfaite à l'extérieur, il pourrait oublier que j'étais imparfaite à l'intérieur. Ça n'a jamais marché. J'étais toujours l'ombre. J'étais toujours la fille au bout de la rangée avec le pull de la mauvaise couleur, juste en dehors de la lumière. Quand Chloé s'est fiancée, notre maison a explosé dans un nuage de tulle blanc et de champagne. Ma mère était aux anges. C'était le moment pour lequel elle était née. Elle ne planifiait pas seulement un mariage. Elle planifiait une performance. Ce sera l'événement de la saison, disait-elle à ses amis au club. J'étais heureuse pour Chloé. Vraiment. Elle et son fiancé, un type sympa du cabinet de mon père, avaient l'air heureux. Et j'aimais ma sœur. Je me suis dit, c'est peut-être ma chance. Un mariage. C'est un événement familial. C'est peut-être là que je trouverai enfin ma place. J'étais si stupide. Je travaille dans le marketing. Je suis doué pour l'organisation. Je suis doué pour les détails. Maman, dis-je une semaine après la fête de fiançailles, que j'avais aidé à organiser. Je regardais les fleuristes, et j'ai quelques idées. Il y a une femme locale formidable qui fait un travail incroyable. J'avais tout un dossier sur mon ordinateur portable, prêt à lui montrer. Maman adressait des enveloppes à la table de la cuisine. Elle ne leva pas les yeux. Merci, Amandine, mais nous avons déjà décidé. J'attendis. Oh, qui utilisez-vous? Un de mes contacts de Paris. Tout est géré. Oh, d'accord. Je restais là. Et la musique? Je sais que tu veux un quatuor à cordes pour la cérémonie. J'ai une liste de. Géré, dit-elle en scellant une enveloppe. Dégustation de gâteaux? Chloé et moi faisons ça vendredi. Je pourrais venir, dis-je, ma voix semblant faible. Je peux prendre mon après-midi. Elle leva enfin les yeux, son regard était vide. Amandine, c'est juste pour nous. Tu es si occupée avec le travail. Nous ne voulons pas te déranger. Je n'étais pas occupé. Elle le savait. Ce n'est pas un dérangement, dis-je. Je veux aider. C'est gentil. Elle retourna à ses enveloppes. Mais nous nous en sortons. Tout est géré. Tout est géré. C'était la nouvelle phrase. C'était la nouvelle façon de dire on n'a pas besoin de toi ici. J'ai essayé avec Chloé.
Je l'ai appelée. Salut, Chloé. Je voulais juste voir si tu avais besoin d'aide pour les robes des demoiselles d'honneur. Je sais que tu as un grand groupe. Oh, salut Amandine, dit-elle, l'air distrait. Non, on a fait ça le week-end dernier. Maman a trouvé les robes parfaites. Ne t'inquiète pas, je ne m'inquiétais pas, dis-je. Je voulais juste participer. Je sais. C'est juste que maman gère tout. C'est plus simple. Tu sais comment elle est. Oui, je le savais. Je savais exactement comment elle était. Elle obtient ce qu'elle veut. Et elle ne voulait pas de moi. Le vrai rejet, le plus silencieux, est arrivé une semaine plus tard. Mon téléphone vibra. C'était un SMS de ma cousine Sarah. Sarah vivait à Lyon, mais elle était l'une des demoiselles d'honneur de Chloé. Le texto n'était qu'une photo. C'était une capture d'écran. En haut de la capture d'écran se trouvait le nom d'une conversation de groupe, semaine du mariage. En dessous, je vis une longue liste de noms. Ma mère, ma tante, toutes mes cousines, Chloé, toutes ces demoiselles d'honneur, même mon père y était. Le message que Sarah avait capturé était de ma mère, mise à jour logistique, mesdames. Le bus de l'hôtel à la chapelle part à 15 heures précises. Robert, tu es responsable du champagne. Je regardais à nouveau la liste des personnes dans la conversation. Je la parcourus dans ma tête. Tout le monde. Tout le monde y était, sauf moi. Mes doigts étaient froids. J'ai répondu à Sarah, ça a l'air sympa. Une minute plus tard, Sarah répondit, oh mon Dieu, Amandine, je suis tellement désolée. Je pensais que tu étais dans ce groupe. J'essayais d'envoyer ça à ma mère. Je fixais le téléphone. Je pensais que tu étais dans ce groupe. Je n'ai pas répondu à Sarah. J'ai éteint mon téléphone. Une conversation de groupe. C'était si petit. Ce n'était qu'une conversation de groupe, mais c'était une ligne tracée dans le sable. C'était une barrière, et j'étais à l'extérieur. J'ai attendu de pouvoir respirer normalement. Puis j'ai appelé ma mère. Salut, maman. Une petite question. J'ai essayé d'avoir l'air décontracté. Je crois que Sarah m'a envoyé par erreur une capture d'écran d'une conversation de famille pour le mariage. As-tu oublié de m'ajouter? Il y eut une pause. Longue et froide. Oh, ça, dit-elle. Sa voix était enjouée. Ma chérie, ne sois pas idiote. Ce n'est pas une conversation de famille. Ah non? Non, c'est juste pour la logistique. Pour le cortège. Papa y est, dis-je. Tante Claire y est. Ils ne sont pas dans le cortège. L'enjouement avait disparu. Sa voix était tranchante. Amandine, quel est le but de tout ça? C'est juste pour la logistique. C'est pour les gens qui sont impliqués. Tu n'as pas besoin d'être dérangé avec tous les détails. Je voulais être impliqué, murmurai-je. Eh bien, c'est trop tard pour ça, lança-t-elle. Tout est géré. Honnêtement, je pensais que tu serais soulagé. Tu détestes ce genre de choses. Je ne détestais pas ça. Je voulais juste qu'on me le demande. D'accord, dis-je. Je comprends. Bien. Elle était très professionnelle. Je dois y aller. Le traiteur est sur l'autre ligne. Elle raccrocha. Je suis resté assise sur mon canapé pendant longtemps. La pièce s'est assombrie. Je n'ai pas allumé les lumières. C'est juste pour la logistique. La logistique. C'est ce que j'étais. Je n'étais pas de la famille. J'étais un détail qu'elle ne voulait pas gérer. La logistique n'avait jamais fait aussi mal. Les faire-part étaient magnifiques. Papier cartonné épais de couleur crème, lettres dorées calligraphiées. Ma mère avait payé une fortune à un calligraphe. Je le savais parce que ma meilleure amie Manon m'avait montré le sien. Amandine, on dirait que ce truc est fait en armure, dit-elle en le brandissant. C'est intense. Manon était invitée. Mes parents la connaissaient depuis que nous étions enfants. Bien sûr, elle était invitée. Mes cousines publiaient des photos de leur faire-part sur Instagram. Tellement honorée. J'ai hâte. Ma tante m'a appelé pour parler de la robe qu'elle allait porter. Tu vas porter du bleu, Amandine? Je pense que tu devrais porter du bleu. Ça fait ressortir tes yeux. Je n'ai pas encore décidé, tante Claire,
mentis-je. Une semaine passa. Ma boîte aux lettres était vide. Juste des factures et des prospectus de pizza. Une autre semaine. Je me suis dit qu'il s'était perdu par la poste. Je me suis dit que maman allait me donner le mien en personne. Je me suis raconté une centaine de petits mensonges stupides. Mon père m'a appelé. Salut, ma chérie. Comment va le travail? Ça va, papa. Et toi? Oh, tu sais, ta mère me rend fou avec ce mariage. Il rit. J'ai hâte que ce soit fini. Bref, j'appelais juste pour prendre des nouvelles. Papa, dis-je, ma voix faible. Je n'ai pas encore reçu mon faire-part. Il y eut un silence. Oh, dit-il. Eh bien, je suis sûr que ta mère l'a. Tu sais, elle a tout un système. Oui, dis-je. Un système. Je lui en parlerai, dit-il. Il avait l'air nerveux. Je dois filer, ma chérie. Je t'aime. Il raccrocha. Il ne lui en a pas parlé. Ou s'il l'a fait, ça n'a pas eu d'importance. Je ne pouvais plus vivre dans le silence. Je ne pouvais plus continuer à vérifier la boîte aux lettres vide. Je devais savoir. Je devais entendre les mots. J'ai appelé maman. Mes mains tremblaient. Salut, maman. C'est moi, Amandine. Je suis occupé. Qu'est-ce que c'est? Je me demandais pour le faire-part du mariage. Je n'ai pas reçu le mien. Un long soupir. Le son de son agacement. Oh, Amandine, je suis contente que tu appelles. Je voulais te parler. Mon estomac se noie. Nous regardions les chiffres finaux, dit-elle. Sa voix prenait ce ton faussement doux, celui qu'elle utilisait quand elle était sur le point de renvoyer une femme de ménage. Nous regardions les chiffres et le lieu est juste. Ils sont si stricts, ma chérie. Nous avons dépassé notre nombre d'invités. Je ne pouvais plus respirer. Quoi? Le lieu est très strict, répéta-t-elle comme si j'étais lente. Et c'est tellement cher par personne. Nous avons dû faire des coupes difficiles. J'attendis. Je devais la laisser le dire. Eh bien, nous pensions que tu comprendrais. Il n'y a tout simplement pas de place pour toi. De la place. J'étais sa fille. J'étais la sœur de Chloé. Je n'étais pas une accompagnatrice. Je n'étais pas une cousine éloignée. Il n'y a pas de place, répétai-je. Ma voix était plate. Exactement. Je savais que tu comprendrais. Tu es si pragmatique, elle avait l'air soulagée. C'est mieux comme ça. C'est surtout, tu sais, ses amis et nos amis. Tu ne connaîtrais personne. Je te connais toi, dis-je. Je connais papa. Je connais Chloé. Un autre soupir. Amandine, ne rends pas les choses difficiles. La décision est finale. Je dois y aller. Elle raccrocha. Je n'ai pas bougé pendant 1 heure. Il n'y a pas de place. Elle l'avait finalement fait. Après 30 ans d'efforts, je ne faisais enfin officiellement plus partie de la famille. 1 semaine plus tard, j'ai fait quelque chose que je ne comprends pas. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de voir la famille qui n'avait pas de place pour moi. C'était un samedi. Je savais qu'elle faisait le dernier essayage de la robe. J'ai acheté un cadeau. Un petit vase en cristal magnifique. Un cadeau de mariage pour Chloé. Je l'ai emballé dans du papier blanc. Je faisais semblant. Je faisais semblant d'être une sœur normale déposant un cadeau normal. J'ai conduit jusqu'à leur maison. Ma maison. La maison blanche à colonnes. Il y avait des voitures dans l'allée. Les belles voitures. La Mercedes. La BMW. J'ai entendu des rires avant même d'arriver à la porte. J'avais encore mon ancienne clé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai utilisée. J'aurais dû sonner, mais j'ai mis la clé dans la serrure. Elle s'est ouverte. Je suis entré dans le hall. Le salon était rempli de lumière et de tissu blanc. Chloé se tenait sur un petit tabouret dans sa robe de mariée. Elle était magnifique. Elle ressemblait à une princesse. Ma mère était assise sur le canapé, pleurant de douces larmes de joie.
Ma tante Claire était là. 3 des amis de Chloé, les demoiselles d'honneur, buvaient du champagne. Mon père était dans un coin, tenant une flûte de champagne, souriant. Ils riaient tous, regardant Chloé. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant mon petit cadeau emballé. Les rires cessèrent. Un par un, ils se tournèrent. Chloé porta les mains à sa bouche. Mon père regarda ses chaussures. Les larmes de joie de ma mère séchèrent. Son visage se durcit. Elle se leva. Elle marcha vers moi. Elle ne me toucha pas. Elle passa devant moi dans le hall, me repoussant vers la porte. Elle parla à voix basse, un murmure sec et en colère. « Amandine, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas être ici. Je tendis le cadeau. J'ai apporté ça pour Chloé. » Les yeux de ma mère n'étaient pas tristes. Ils étaient froids. Ils étaient d'acier. « Tu dois partir, murmura-t-elle. Tu rends les choses difficiles. »« Pourquoi ?» dis-je, ma voix se brisant. Je détestais ça. « Maman, dis-moi juste pourquoi. Dis-moi juste la vérité. » Elle regarda en arrière vers le salon, vers sa fille parfaite dans sa robe parfaite, sous la lumière parfaite. Puis elle me regarda. La fille qui ne cadrait pas. « Parce que tu gâcherais l'ambiance, murmura-t-elle. Les mots étaient comme de minuscules couteaux aiguisés. Tu le fais toujours. Tu es trop triste. Tu es trop intense. C'est la journée de Chloé. C'est ma journée. C'est notre journée parfaite, et tu ne la gâcheras pas. Elle prit le cadeau de ma main. Elle ne le regarda même pas. Elle le posa sur une table près de la porte. Rentre chez toi, Amandine. Je regardai par-dessus son épaule. Chloé était toujours sur le tabouret, observant. Elle ne bougeait pas. Elle ne disait pas un mot. Mon père regardait dans son verre de champagne. Personne ne me regardait. Je me retournai. Je sortis. Je montai dans ma voiture. Je restai dans l'allée 1 minute. Je regardais la grande maison blanche. Ma mère avait raison. Je n'étais pas triste. Je n'étais rien. J'étais vide. Cette phrase. Tu gâcherais l'ambiance. Cette phrase mit fin à la famille que je croyais avoir. Cette phrase me libéra. Je n'ai pas pleuré. J'ai conduit. Je ne sais pas pendant combien de temps. J'ai juste conduit. L'engourdissement était une couverture. C'était froid, mais c'était sûr. Les mots de ma mère tournaient en boucle. Tu gâcherais l'ambiance. Tu gâcherais l'ambiance. Elle n'a pas dit, je suis désolé. Elle n'a pas dit, c'est compliqué. Elle a dit, tu es le problème. J'ai fini par arriver à l'appartement de Manon. C'était le seul endroit où je pouvais penser aller. Elle ouvrit la porte et son sourire s'effaça. Elle vit mon visage. Elle vit le vide. Elle ne dit pas, qu'est-ce qui ne va pas? Elle ouvrit simplement la porte plus grand, prit mes clés de ma main et me fit entrer. Elle m'assit sur son canapé bleu usé. Elle alla dans sa cuisine. J'entendis des glaçons teintés. Elle revint et me tendit un verre. C'était du whisky. Bois, dit-elle. Je bus. Ça brûlait. C'était la première chose que je ressentais depuis des heures. Je lui ai raconté. Je lui ai tout raconté. La boîte aux lettres vide, l'appel téléphonique. Il n'y a pas de place. Le trajet jusqu'à la maison, la robe, le champagne. Et puis je lui ai raconté le murmure. Elle a dit que je gâcherais l'ambiance. Je l'ai dit. Et j'ai finalement craqué. Les larmes n'étaient pas bruyantes. Je suis juste resté assise sur le canapé de Manon avec son whisky à la main et j'ai pleuré des larmes silencieuses et brûlantes. J'ai pleuré pour la fille au bout de la photo de Noël. J'ai pleuré pour la fille qui a mis son prix de science dans un tiroir. J'ai pleuré pour la fille tenant un cadeau dans le hall, à qui on disait qu'elle était trop triste. Manon n'a pas essayé de m'arrêter. Elle s'est juste assise à côté de moi. Elle a mis son bras autour de moi. Elle m'a laissé être brisé. Quand les larmes se sont finalement arrêtées, je me sentais vidé. Je les déteste, murmurai-je. Ma voix était rauque. Manon, je les déteste vraiment. Bien, dit-elle en me serrant l'épaule. C'est un début. Je veux
Je veux me venger, dis-je. Je veux débarquer au mariage. Je veux me lever et dire à tout le monde ce qu'ils ont fait. Je veux tout poster en ligne. Je veux réduire en cendres leur petit monde parfait. Manon resta silencieuse 1 minute. Elle prit le verre vide de ma main. Tu pourrais, dit-elle, sa voix pensive. Tu pourrais absolument le faire. Tu pourrais allumer l'allumette et t'en aller. Je le ferai, dis-je en me redressant. Le whisky et la colère me rendaient audacieuse. Mais Amandine, elle se tourna pour me regarder. Ses yeux étaient si clairs. Pense-y. Qu'est-ce que ta mère attend de toi? Je clignai des yeux. Quoi? Qu'est-ce qu'elle attend? Elle vient de te le dire. Elle s'attend à ce que tu sois trop triste. Elle s'attend à ce que tu sois trop intense. Elle s'attend à ce que tu gâches l'ambiance. Si tu débarques à ce mariage, si tu arrives en hurlant et en pleurant, si tu fais un scandale, tu ne fais que lui donner raison. Mon sang se glaça. Elle avait raison. Si je faisais ça, je serais exactement celle qu'elle a toujours dit que j'étais. La fille à problème, la difficile. Elle dirait à tout le monde, vous voyez, voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous ne l'avons pas invitée. Elle est instable. Et tout le monde hocherait la tête, il lui tapoterait le dos et je serais à nouveau la méchante. Ils ont déjà écrit cette histoire pour moi, dis-je, la prise de conscience me frappant comme un camion. Exactement, dit Manon. Ils t'ont déjà casté dans le rôle de la méchante. Elle se pencha en avant. Alors, ne le sois pas. Ne te venge pas, Amandine. La vengeance, c'est petit. C'est à leur échelle. Elle sourit. C'était un sourire lent et acéré. Fais-leur voir ce qu'ils ont perdu. Ces mots me frappèrent comme un éclair. Pas la vengeance. La réinvention. La vengeance, c'était à leur sujet. C'était pour leur faire ressentir la douleur que je ressentais. La réinvention. C'était à mon sujet. Il ne s'agissait pas de brûler leur maison. Il s'agissait de construire la mienne. Un château. Fais-leur voir ce qu'ils ont perdu, répétai-je. J'ai pensé à Étienne, mon fiancé. Étienne que j'avais rencontré au travail. Étienne qui était gentil et stable et qui me voyait. Étienne qui m'avait demandé en mariage un mardi ordinaire dans notre cuisine parce qu'il disait qu'il ne pouvait plus attendre. Étienne que ma famille qualifiait de gentil. Il est très silencieux, n'est-ce pas, avait dit ma mère. Elle voulait dire, il n'est pas riche. J'avais repoussé nos propres plans de mariage. J'avais attendu. Attendu quoi? Que ma famille ait de la place pour moi. Non. L'étincelle n'était pas une étincelle. C'était un feu de forêt. Je me levai du canapé de Manon. Je n'étais plus vide. J'étais pleine. J'étais pleine de quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la colère. C'était un but. Amandine, où vas-tu? À la maison, dis-je. Je dois appeler Étienne. Nous avons un mariage à organiser. Le sourire de Manon s'élargit. Oh, punaise. Amandine, ça va être grandiose. Je suis sorti de son appartement. Je suis monté dans ma voiture. J'ai appelé Étienne. Il a décroché à la 2e sonnerie. Salut, mon cœur. Tout va bien? Tu as l'air. Je suis incroyable, dis-je. Et j'ai été surprise de constater que c'était vrai. Étienne, que penses-tu de nous marier? J'en pense le plus grand bien, dit-il en riant. Tu avais une date en tête? Je ne sais pas pour la date, dis-je en m'engageant sur l'autoroute. Mais je sais une chose. Mon mariage ne sera pas petit. Il ne sera pas silencieux. Il ne sera pas caché dans un club de golf. Mon mariage ne sera pas une question de logistique. Il ne s'agira pas de savoir qui a sa place. Étienne, dis-je, je veux que notre mariage soit vu par le monde entier. Il y eut une pause. D'accord, dit-il, calme comme toujours. Dis-moi à quoi tu penses. J'ai conduit jusqu'à la maison et je lui ai tout dit. J'en avais fini d'être l'ombre. J'en avais fini d'être le problème. S'ils m'effaçaient de leur histoire, j'écrirais la mienne. J'écrirais une histoire si grande et si brillante qu'ils n'auraient d'autre choix que de la lire. Ils n'auraient d'autre choix que de me voir, non pas comme leur victime, mais comme celle qui s'est échappée.
Je suis entré dans notre appartement. Étienne était sur le canapé, ordinateur portable ouvert, lisant un article de presse. Notre salon était petit, mais il était sûr. C'était le seul endroit où je ne sentais pas que je devais être parfaite. Il leva les yeux quand je suis entré. Il vit mon visage. Amandine, que s'est-il passé? Il ferma l'ordinateur portable. C'est ta mère? Je ne répondis pas. Je me suis juste approché et je l'ai embrassé. Ce n'était pas un baiser rapide. C'était un long et lent baiser qui disait, s'il te plaît, serre-moi juste dans tes bras. S'il te plaît, sois réel. Il me serra. Si grave que ça, hein? Pire, dis-je contre son épaule. Non, pas pire. C'est final. Ils m'ont officiellement désinvité du mariage. Il recula pour me regarder. Ses yeux, habituellement si calmes, brillèrent de colère. Elle a fait quoi? Elle a dit qu'il n'y avait pas de place, dis-je. Et puis je suis allé à la maison et elle m'a dit que je gâcherais l'ambiance. Étienne se leva. Il fit les 100 pas jusqu'à la cuisine et revint. C'était un homme calme, mais je vis la rage dans ses mains. Il serrait et desserrait les poings. Je vais l'appeler. Non. Ma voix était forte. Elle nous surprit tous les deux. Amandine, elle ne peut pas te faire ça. Ton père ne peut pas la laisser faire. Ils l'ont fait, dis-je. Et j'en ai fini. J'en ai fini, Étienne. J'en ai fini d'être la fille triste. J'en ai fini d'être le problème. Il arrêta de faire les 100 pas. Il me regarda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas me venger, dis-je en répétant les mots de Manon. La vengeance, c'est ce qu'elle attend. Elle s'attend à ce que je sois en plein désarroi. Elle s'attend à ce que je pleure et crie et que je lui donne raison. Je ne le ferai pas, je pris une profonde inspiration. Je veux me marier, toi et moi. Mais je ne veux pas d'un petit mariage. Je ne veux pas m'enfuir. Je veux construire quelque chose qu'elle ne peut pas toucher, quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer. Je lui ai exposé mon idée. Pas entièrement, mais le début. Je veux un mariage qui soit l'opposé du leur. Le leur est petit, mesquin et exclusif. Je veux que le nôtre soit grand, ouvert et pour tout le monde. Étienne m'observait. Il écoutait vraiment. Je veux utiliser mes compétences en marketing, dis-je, tous ces contacts que j'ai, les agences de relations publiques, les créateurs qui me doivent des faveurs. Je veux créer un message fort. Un message fort, répéta-t-il. Ils pensent que je suis un échec, dis-je, les mots sortant rapidement. Ils pensent que je ne suis que leur triste fille avec un gentil petit travail. Ils pensent que tu n'es qu'un type discret. Ils essaient de nous effacer. Je ne veux pas être effacé. Il vint vers moi. Il prit mes mains. Les siennes étaient chaudes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Amandine? Nous organisons un mariage, dis-je. En secret. Pas de publication, pas d'indice, on ne dit rien à personne. Ni à mes tantes, ni à mes cousines, personne qui leur parle. Juste nous et Manon. Il sourit, un sourire lent et sincère. D'accord. D'accord. Faisons-le à ta façon. Faisons un chef-d'œuvre. Quelle est la première étape? Je ne l'avais jamais autant aimé. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous avons ouvert mon ordinateur portable et nous avons commencé. Nous n'avons pas ouvert de site de mariage. Nous avons ouvert un nouveau dossier, Projet Renaissance. Je sais que ça semble dramatique, mais c'est ce que je ressentais. D'abord, le budget. Nous avions de petites économies pour un mariage. Ce n'était pas assez. Pas pour ce que j'avais en tête. Étienne, c'est la partie difficile, dis-je. Un mariage normal, on pourrait se le permettre. Ça, c'est une campagne de marketing. Alors, comment finance-t-on une campagne, demanda-t-il. Il n'avait pas peur. Il était pragmatique. On ne la finance pas, dis-je. On trouve des sponsors. Mais pas de manière tape à accent grave l'œil. On en fait quelque chose d'autre, quelque chose de bien. Je n'avais pas encore l'idée de l'œuvre caritative, mais je savais que le mariage lui-même ne pouvait pas être le but. Le message devait être le but. Mon travail était dans le marketing de marque de haut niveau.
J'aidais les entreprises à lancer de nouvelles grandes idées. Je connaissais les gens qui construisaient des sites web qui obtenaient 1 million de visites en 1 heure. Je connaissais les créateurs qui habillaient les célébrités. Je connaissais les agents de relations publiques qui pouvaient obtenir un article en première page. Pendant des années, j'avais utilisé toute mon énergie pour mettre les autres en valeur, pour que ma famille paraisse bien à chaque dîner de Noël, à chaque fête du club de golf. Maintenant, j'allais l'utiliser pour moi. Le premier email que j'ai envoyé était à 2 heures du matin. C'était à une créatrice avec qui j'avais travaillé, une femme à Paris connue pour ses robes impossibles. Objet, un projet d'un genre différent. J'ai écrit, je ne viens pas à vous en tant que cliente. Je viens à vous en tant que conteuse. Je veux raconter l'histoire d'une femme qui était invisible et qui a choisi d'être vue. J'ai une plateforme en tête. J'ai une stratégie médiatique. Je n'ai pas de robe. J'ai cliqué sur envoyer. Le lendemain matin, j'avais une réponse. Intrigué. Appelez-moi. Pendant que ma mère finalisait son plan de table, j'étais en appel vidéo avec Paris. Il ne s'agit pas de vengeance. Si, dit la créatrice, Émilie. Sa voix était comme de la fumée. La vengeance est laide. Elle fait que les vêtements tombent mal. Ce n'est pas de la vengeance, promis je. C'est une réappropriation. Bien. Ça, je peux le concevoir. Ça a commencé à se construire, pièce par pièce. Mes compétences professionnelles ont pris le dessus. Je n'étais plus Amandine la triste fille. J'étais Amandine Dubois, la stratège de marque. J'ai fait une liste. Lieu, doit être ouvert, public, beau, l'opposé d'un club de golf fermé. Invité, une nouvelle sorte de liste d'invités. Message, quel est le but? Média, comment raconter l'histoire? Étienne était mon roc. Pendant que j'étais en feu, il était la terre. Il s'occupait des choses vraiment pratiques. Il a trouvé un avocat pour examiner les contrats que je recevais des fournisseurs. Il a fait des recherches sur les sociétés de streaming. Il me préparait le dîner quand j'oubliais de manger. Tu es incroyable, dis-je un soir. J'étais enfoui sous les feuilles de calcul. La maison de ma famille devait être remplie de fleurs. Non, dit-il en me massant les épaules. C'est toi qui le es. Je suis juste le type assez chanceux pour tenir l'échelle. Le secret était difficile. Mon téléphone vibrait. C'était ma tante Claire. Amandine, je n'ai pas de nouvelles de toi. Est-ce que ça va? Ta mère est si inquiète pour toi. Inquiète. C'était le mot qu'elle utilisait. Pas coupable. Inquiète. Je répondais par texto, je suis juste très occupé par un gros projet au travail. Je vais bien. Tu devrais appeler ta mère. Je ne répondais pas. Je construisais mon but. Ma famille ne faisait que courir après l'approbation. Ils s'agitaient pour s'assurer que leur petit cercle d'amis était impressionné. Je construisais quelque chose de plus grand. La liste des invités était la clé. J'avais ma liste d'amis. Manon, mes colocataires d'université, quelques personnes proches du travail. Étienne avait sa famille et ses amis. Mais la vraie liste d'invités. J'ai regardé mes contacts. Des agents de relations publiques à Londres, des rédacteurs en chef de magazines à New York, des influenceurs en Asie axés sur le changement positif. J'ai commencé à rédiger l'invitation. Ce n'était pas une invitation à un mariage. C'était une invitation à une diffusion, à un événement. Je construisais une armée. Une armée de gens qui me verraient. Amandine, dit Étienne un soir, environ 1 mois après le début de la planification. C'est énorme. C'est incroyable, mais à quoi ça sert? Je veux dire, au-delà de nous. Tu as dit que tu voulais un message. Il avait raison. C'était grand. C'était brillant. Mais c'était encore juste à propos de moi. C'était encore une réaction à eux. Et si ce n'était qu'à propos de moi, ce n'était pas une réinvention. C'était juste un très grand, très cher, je vous l'avais bien dit. C'était encore, à sa manière, une vengeance. Tu as raison, dis-je. Je me sentis glacé. C'est toujours à propos d'eux. Après tout ça, c'est toujours à propos d'eux. Non, dit-il. Ce n'est pas le cas. Il te manque juste la dernière pièce. Quel est le pourquoi?
Pourquoi le monde devrait-il regarder? Qu'est-ce qu'on leur donne? J'ai pensé à toutes les années où je me suis sentie petite. Toutes les années où je me suis sentie invisible. Toutes les fois où on m'a dit de me taire, de ne pas gâcher l'ambiance. J'étais chanceuse. J'avais un bon travail. J'avais Étienne. J'avais Manon. Je pouvais me construire une issue. Et les gens qui ne le pouvaient pas? Et les enfants à qui on disait qu'ils étaient trop intenses et qui n'avaient personne pour les rattraper? Je sais, dis-je. Je connais le pourquoi. Le pourquoi a tout changé. Il a concentré toute ma colère, toute mon énergie en un seul point aiguisé. Le mariage n'était pas pour moi. Il était pour tous ceux qui s'étaient déjà sentis exclus. J'ai appelé Étienne de mon bureau. C'est une œuvre caritative, dis-je. Une œuvre caritative. Oui, tout le truc. La diffusion, les médias, le projet. Ce n'est pas à propos de nous. C'est une collecte de fonds pour l'éducation des enfants, pour les enfants des quartiers à qui on dit qu'il n'y a pas de place pour eux. Il resta silencieux. Amandine, c'est brillant. Vraiment? Où est-ce que c'est fou? C'est brillamment fou, dit-il. Et c'est parfait. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un but. C'est là que je l'ai baptisé. Nous avons abandonné le projet Renaissance. C'était trop sombre. Appelons-le le projet marié de la côte, dis-je. Pourquoi la côte? Parce que nous le faisons sur la côte, un rivage privé sur la côte d'Azur, aussi loin d'eux que possible, et parce que la côte, c'est le bord. C'est là où la terre s'arrête et où quelque chose de plus grand commence. C'est libre. Le projet marié de la côte, dit-il en essayant le nom. J'aime bien. Ça sonne plein d'espoir. Maintenant, j'avais une vraie histoire à raconter. Je suis retourné voir mes contacts. Les créateurs, les organisateurs, les entreprises technologiques. Je ne demandais plus des faveurs pour mon mariage. Je demandais des partenaires pour un événement caritatif mondial. La réponse a été immédiate. Amandine, c'est révolutionnaire. Nous sommes partants. Un mariage en direct pour une œuvre caritative? L'image est parfaite. Nous pouvons donner le flux satellite. Pas de problème. Les gens voulaient aider. Les gens voulaient faire partie de quelque chose de bien. Le monde de ma famille était si petit. Ils se disputaient sur la couleur des serviettes dans une minuscule pièce fermée à clé. Je construisais une scène pour le monde entier. Nous avons fixé la date. C'était un risque. C'était le même jour que le mariage de Chloé. Amandine, tu es sûre? Demanda Étienne. Son visage était plein d'inquiétude. Ça ressemble à de la vengeance. Non, dis-je. Ce n'est pas le cas. C'est de la stratégie. Leur liste d'invités est locale. Notre liste d'invités est mondiale. Ils seront dans leur église à regarder leur montre. Nous serons sur la côte à changer le monde. Je ne suis pas en compétition avec sa journée. Je me réapproprie ma journée. Le jour qu'ils ont essayé de me voler. Il hocha la tête. D'accord, alors. Réapproprions-la. Le lieu était une plage privée près de Saint-Tropez. Nous avons dû obtenir des permis. Nous avons dû engager la sécurité. C'était une entreprise massive. Étienne était incroyable. Il gérait toute la logistique avec laquelle on ne voulait pas me déranger. Et puis Émilie, la créatrice de Paris, a envoyé son colis. Il est arrivé dans une caisse. Je ne plaisante pas. Une caisse en bois de près de 2 mètres de haut. Manon est venue m'aider à l'ouvrir. Étienne était au travail. Mon Dieu, Amandine, dit-elle en ouvrant le couvercle. Ce n'est pas une robe. C'est une installation artistique. Nous l'avons sortie. Ce n'était pas une robe. C'était de la lumière. Elle n'était pas blanche. Le monde de ma mère était blanc. Ma robe était de la couleur de l'océan juste avant l'aube. C'était un bleu argenté pâle. Émilie l'avait brodé de constellations de milliers de minuscules perles véritables. Elle l'appelle le navigateur, murmurai-je. J'ai touché le tissu. C'était de la soie, mais on aurait dit de l'eau. Elle a dit que c'était pour la femme qui a décidé de trouver ses propres étoiles. D'être son propre guide. J'étais si habitué à porter des couleurs sombres.
À me fondre dans la masse. À être l'ombre. Mais là, dit Manon. Sa voix était chargée d'émotion. Ici, dans mon salon, tout de suite, Amandine Dubois, mais là. Je me suis déshabillé de mes vêtements de travail. J'ai enfilé la robe. La soie était fraîche contre ma peau. Je me suis retourné pour regarder dans le petit miroir près de notre porte d'entrée. Je ne me suis pas reconnu. Pas la moi que je connaissais. Je n'ai pas vu la fille triste. Je n'ai pas vu la fille à problème. Je n'ai pas vu l'ombre. J'ai vu une reine. La robe ne me cachait pas. Elle me montrait. Elle montrait chaque ligne. Elle était forte. Elle était belle. Elle était mienne. Je me suis vu pour la première fois. Non pas oubliée, mais renaissante. Manon pleurait. Amandine. Oh, Amandine, ta mère va détester ça. J'ai ri. C'était le plus beau compliment qu'elle pouvait me faire. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas approprié, dit Manon en imitant la voix de ma mère. Ce n'est pas sage, ajoutai-je. Ce n'est pas ce que les gens vont penser. Nous avons ri jusqu'à en pleurer. Le reste du plan se mit en place. Le direct serait hébergé sur un site web sur mesure. Il y aurait un bouton de don visible en permanence. Tous les bénéfices iraient au fonds pour l'éducation des enfants. Nous avons envoyé les invitations, notre dossier de presse, à la liste de médias mondiaux que j'avais constitué en 10 ans. J'ai écrit le texte moi-même. Ceci n'est pas un mariage. C'est une promesse. La promesse qu'être vu est un droit, pas un privilège. La promesse qu'aucun enfant ne devrait se faire dire qu'il n'y a pas de place pour lui. Rejoignez Amandine Dubois et Étienne Brox alors qu'ils font leur promesse et aidez-les à la tenir. Le projet Marié de la Côte, en direct à 15h, heure de Paris. J'ai inclus une seule photo magnifique de la robe. Juste la robe, suspendue sur un fond noir, scintillant comme une galaxie. Je n'ai pas inclus notre famille. Je n'ai pas mentionné ma sœur. Je n'ai pas mentionné le rejet. C'était la partie que Manon m'avait apprise. Je n'allais pas être la victime. Je n'étais pas la sœur qui n'avait pas été invitée. J'étais la mariée de la côte. J'étais celle qui racontait une nouvelle histoire. J'étais aux commandes. J'ai envoyé l'email. J'ai cliqué sur envoyer pour une histoire qui serait diffusée à des centaines de médias. Ma main tremblait. C'est fait, dis-je à Étienne. Et s'il s'en fiche? Murmurai-je. Et si j'ai construit tout ça et que personne ne vient? Et si c'est juste moi sur une plage dans une robe chic en train de crier sur l'océan? Alors je serai juste là avec toi, dit-il en m'embrassant le front, en train de crier juste à côté de toi. Et je penserai que tu es la femme la plus belle et la plus courageuse que j'ai jamais vue. Il sourit. Mais Amandine, ils s'en soucieront. Tu leur as donné une sacrée histoire. Une semaine plus tard, le premier article est sorti. C'était dans un grand magazine en ligne. Titre, le mariage de l'année n'est pas un mariage. C'est un mouvement. Ça avait commencé. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant le soleil. Notre chambre d'hôtel donnait sur la mer. Le ciel était encore d'un violet profond et sombre. Étienne dormait à côté de moi. Je suis sorti du lit et je suis allé sur le balcon. L'air était froid. Il sentait le sel et l'espace pur et vide. J'ai pensé à ma famille. À ce moment-là, sur la côte et des États-Unis, c'était le matin. Ils seraient chez eux. Ma mère serait dans son peignoir de soie, buvant son café, le visage crispé par le stress. Chloé se ferait coiffer, entourée de ses demoiselles d'honneur. Mon père ferait les 100 pas, vérifiant sa cravate. Ils étaient dans leur boîte parfaite et fermée. J'étais au bout du monde. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais pas en colère. Je me sentais calme. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment, profondément calme. Je ne gâchais pas l'ambiance. Je créais la mienne. Manon arriva à 10h. Elle apporta du café. L'équipe est là, dit-elle. Les caméras sont installées. Le camion satellite ronronne. Les invités commencent à arriver au point de contrôle. Les invités? Oh oui. Les gens sont venus. Amandine, la rédactrice en chef de ce magazine londonien, elle est là. Le directeur de l'œuvre caritative, il est là.
Ce PDG de la tech que tu as invité, il est là. Ils voulaient tous voir ça. Nous avions 2 listes d'invités. La physique, 100 personnes, collègues, contacts RP, médias et nos amis. Et la virtuelle. Manon sortit son téléphone. Notre site web vient d'être mis en ligne. Le flux d'avant-diffusion. Nous avons. Oh mon Dieu. Nous avons 50 000 personnes qui attendent dans le salon en ligne. J'ai senti mon estomac se retourner. 50 000. Et les premiers dons arrivent déjà. Juste de l'attente. Ça marche, murmurai-je. Bien sûr que ça marche, dit-elle. Maintenant, enfile ta galaxie. La préparation n'était pas une affaire de famille. C'était juste moi et Manon. C'était calme. Nous avons mis de la musique. Nous avons parlé de l'université. Nous n'avons pas parlé d'eux. Quand j'ai enfilé la robe, le navigateur, j'ai senti un déclic, comme une pièce d'armure qui se met en place. Manon m'a zippé. D'accord, dit-elle. Ne te regarde pas dans un miroir. Pas encore. Je veux que tu vois l'ensemble. Elle me conduisit hors de l'hôtel et sur un chemin privé. La cérémonie n'était pas sur le sable. C'était sur une falaise surplombant la mer. Les organisateurs avaient construit une plateforme simple et transparente. On aurait dit que nous étions debout dans les airs. Les invités étaient assis. Ils portaient de beaux vêtements balayés par le vent. Ce n'étaient pas les amis de ma mère. C'étaient des inconnus. Et ils étaient tous là pour moi. Étienne attendait. Il n'était pas à l'hôtel. Il était au début de l'allée. Je ne te laisserai pas marcher seul, avait-il dit. Nous faisons ça ensemble, côte à côte. Il portait un simple costume bleu foncé. Il me regarda et ses yeux. Il me vit. Il me voyait simplement moi. Salut, murmura-t-il en prenant ma main. Salut, murmurai-je en retour. La musique commença. C'était juste un piano doux. Nous avons commencé à marcher ensemble. En passant devant la première rangée, j'entendis quelqu'un murmurer, c'est elle. C'est Amandine Dubois, la sœur qui n'a pas été invitée. Je tressaillis. Étienne me serra la main. Le murmure n'était pas méchant. Il était curieux. Il faisait partie de l'histoire. Je devais l'accepter. Nous sommes arrivés sur la plateforme. Nous nous tenions devant une simple arche de fleurs blanches avec tout l'océan Pacifique en toile de fond. Les caméras étaient là. Je les voyais, petites, noires et silencieuses. Elles étaient cachées, mais elles tournaient. L'officiante, une femme merveilleuse amie d'Étienne, commença à parler. Je regardais l'océan. Il regarde, me murmura Étienne. Si bas que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Je savais de qui il parlait. Il regardait, le monde entier. Et ma famille. Il était 15 heures en France. Il était 9 heures sur la côte des États-Unis. La réception de Chloé allait commencer. Ma mère vérifierait sa robe et quelqu'un à son mariage, un cousin, un ami, regarderait son téléphone. Ils regarderaient tous. Je tournai la tête et regardai Étienne. Je souris. Qu'il regarde, murmurai-je en retour. Nous avons échangé nos vœux. Nous ne les avions pas écrits. Nous avons juste parlé. Étienne, dis-je, ma voix tremblant un peu. Pendant longtemps, je me suis senti invisible. Je me sentais comme une ombre. Et puis je t'ai rencontré. Et tu ne m'as pas seulement vu. Tu m'as fait me sentir réel. Tu es ma maison. Il me tenait les mains. Amandine, je n'ai pas besoin d'une grande scène pour te voir. Je t'aurais vu dans une pièce sombre. Je suis juste. Je suis si fier d'être à tes côtés. Je t'aime. Nous nous sommes embrassés. L'océan rugit derrière nous. Les invités se levèrent et applaudirent. Un homme au premier rang, le PDG de la tech, leva son téléphone. C'est en tendance, cria-t-il. Numéro 1 mondial. Mariage Amandine Dubois. C'était fait. Nous étions mariés. Le compteur de dons apparut sur les écrans géants que nous avions installés pour la fête. Au moment où nous nous sommes embrassés, au moment où c'est devenu tendance, le chiffre a commencé à grimper. 50 000 euros, 100 000 euros, 250 000 euros. Les gens applaudissaient.
Il dansait. Il buvait du champagne et mangeait de la nourriture délicieuse, mais il regardait tous les chiffres. Ce n'était pas une réception de mariage. C'était un téléthon. C'était une célébration d'un but. Manon me trouva. Elle tenait mon téléphone personnel. Je l'avais laissé dans son sac. Ça vibre, Amandine, dit-elle. Son visage était sérieux. Ça vibre vraiment beaucoup. Je regardais l'écran. 37 appels manqués. De maman. De papa. De Chloé. La fête était bruyante. La musique jouait. Le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de couleurs orange et violet. Le compteur de dons était à 800 000 € et je me tenais près d'une enceinte, tenant mon téléphone. Les textos arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire. J'ai ouvert celui de ma mère en premier. Maman, Amandine, qu'est-ce que c'est? Maman, ta tante Claire vient de m'appeler. Elle dit que tu es sur Internet. Maman, quelle est la signification de tout ça? Tu fais ça le jour du mariage de Chloé. Maman, c'est une honte. Tu embarrasses cette famille. Maman, Robert est furieux. Il dit que tu as perdu la tête. Maman, appelle-moi maintenant. Maman, comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Tu es une enfant égoïste et cruelle. Maman, décroche le téléphone. Maman, décroche le téléphone Amandine. Maman, les associés de ton père sont ici. Ils voient ça. Tu nous ruines. Je lisais les mots. Gênant, honte, égoïste, cruel. C'étaient les mots qu'elle avait toujours utilisés contre moi. Les mots qui me brisaient. Je les regardais et je ne ressentis rien. C'était le sentiment le plus étrange. C'était comme lire une langue que je parlais autrefois mais que j'avais oubliée. Les mots n'avaient aucun pouvoir. C'était juste des lettres. Je sentis Étienne venir derrière moi. Il posa ses mains sur mes bras. Ça va? Je me retournai et lui montrai le téléphone. Il lut les textos. Son visage se durcit. Elle est. Waouh, dit-il. Regarde, dis-je. J'ai cliqué sur le nom suivant. Chloé. Chloé, Amandine. Chloé, mes amis m'envoient tous des liens. C'est une blague? Chloé, c'est mon jour de mariage. Pourquoi tu fais ça? Chloé, tu ne pouvais pas me laisser avoir ma journée, juste une? Chloé, maman est enfermée dans la salle de bain en train de pleurer. Tu l'as fait pleurer. Chloé, c'est une vengeance, n'est-ce pas? Je fixais cette dernière ligne. C'est une vengeance, n'est-ce pas? Ils voyaient le monde entier. Ils voyaient l'œuvre caritative. Ils voyaient les gros titres. Et tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était eux-mêmes. Ils pensaient que c'était à leur sujet. Et puis mon père. Un seul texto. Papa, Amandine, s'il te plaît, appelle ta mère. Elle est très contrariée. Bien sûr. C'était bien mon père. Pas est-ce que tu vas bien, pas que se passe-t-il, juste s'il te plaît, gère les sentiments de ta mère pour moi. Toute ma vie, j'avais mendié leur approbation. J'avais pleuré pour l'obtenir. J'avais travaillé pour l'obtenir. Maintenant, ils faisaient tous exploser mon téléphone. Ils voulaient désespérément me parler. Ils mendiaient mon attention et je ne voulais pas la leur donner. Je pensais que ce moment serait agréable. Je pensais que ce serait doux. Un moment de « je vous ai bien eu ». Ça n'avait rien de doux. Ça ne ressemblait pas à de la vengeance. C'était juste. Silencieux. J'avais tourné la page. J'avais construit une nouvelle maison sur une nouvelle côte avec une nouvelle famille et ils étaient toujours dans leur vieille petite pièce à crier sur une porte qui était déjà fermée. Je pris une profonde inspiration de l'air salin. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Étienne. Je regardai le dernier texto de Chloé. C'est une vengeance, n'est-ce pas? Mes doigts bougèrent. J'ai tapé une seule réponse. Je l'ai envoyée à tous les trois. À ma mère, mon père et ma sœur. Non. C'est la paix. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais pu faire. J'ai bloqué leur numéro. Ma mère, mon père, ma sœur. Bloqué, bloqué, bloqué. Je me suis tourné vers Étienne. C'est fait. Il me regarda. Il vit le changement.
Tu es. Je suis libre, dis-je. Juste à ce moment-là, la musique s'arrêta. Le directeur de l'œuvre caritative, un homme que j'admirais profondément, était sur la petite scène. Excusez-moi, tout le monde, dit-il en tapotant le micro. J'ai une annonce à faire. Nous venons de recevoir un appel. Il me regarda. Il pleurait. Un don. Un seul don du PDG de la tech qui est ici ce soir. Il vient de doubler la mise. Il vient de doubler tout ce que nous avons récolté. Nous venons de franchir les 2 millions d'euros. La foule explosa. C'était un rugissement. Étienne m'attrapa. Il me souleva du sol et me fit tourner. Je pleurais. Je riais. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas à leur sujet. C'était à propos de ça. C'était à propos de 2 millions d'euros pour des enfants qui en avaient besoin. C'était à propos du bien que je pouvais faire. C'était mon histoire. J'ai regardé mon téléphone. L'écran était noir. Il était silencieux. Pour la première fois de ma vie, mon monde était rempli d'un bruit joyeux et fort, et mon téléphone était enfin, merveilleusement, silencieux. Les jours qui suivirent le mariage furent un tourbillon. Nous étions dans tous les journaux, dans toutes les émissions matinales. Le mariage qui a redéfini l'élégance et l'empathie, du rejet à la réappropriation, comment une femme a changé le récit, le projet marié de la côte, 2 millions et ça continue. Tous les journalistes voulaient me parler. Ils voulaient tous la vraie histoire. Ils voulaient le scoop. Amandine, pouvez-vous nous dire ce que votre famille a fait, a demandé un journaliste, me tendant un micro à l'aéroport. Ce projet ne concerne pas mon passé, dis-je, la voix stable. Étienne me tenait la main. Il concerne l'avenir des enfants que nous aidons. Si vous voulez parler de ma famille, parlons de la famille mondiale qui s'est réunie pour collecter cet argent. Je refusais de leur donner le drame. Je refusais d'être la victime de leur histoire. Quand ils demandaient « Pourquoi votre famille ne vous a-t-elle pas invité ?», je répondais « Je ne suis pas ici pour parler de ceux qui n'étaient pas là. Je suis ici pour parler des milliers de personnes qui sont venues. » Je m'en suis tenu au message. Je m'en suis tenu au but. Le fonds de charité a atteint 2,5 millions d'euros. Puis 3 millions. L'histoire avait dépassé le cadre du mariage. Elle était devenue un symbole. Environ une semaine plus tard, je l'ai vue. Manon m'a envoyé le lien. La page Facebook de ma mère. Elle m'avait débloqué, je suppose. Ou peut-être qu'elle avait juste rendu la publication publique. C'était un long, très long message. Une photo de Chloé et moi quand nous étions enfants. En tant que mère, on essaie toujours de faire de son mieux, commençait-il. Mais parfois, on fait des erreurs. Mon cœur a été brisé cette semaine. En voyant l'histoire qui a été racontée sur ma famille. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous aimons. Elle continuait. Je suis incroyablement fier de ma fille Amandine et du travail incroyable qu'elle a accompli. Son projet marié de la côte est une inspiration. Nous aurions dû la célébrer depuis le début et pour notre part dans sa douleur, nous sommes sincèrement désolés. Nous espérons qu'avec le temps, elle pourra trouver dans son cœur la force de nous pardonner et que nous pourrons redevenir une famille. Je l'ai lu. C'était une performance. C'était des relations publiques. C'était ma mère qui réalisait que ses amis du club de golf la regardaient de travers. C'était elle qui essayait de se remettre du bon côté de l'histoire. C'était la chose la plus malhonnête que j'ai jamais lue. J'ai fermé le navigateur. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas commenté. Répondre, même pour être en colère, aurait été dire que ça comptait. Ça ne comptait pas. Elle ne s'excusait pas auprès de moi. Elle s'excusait auprès de son public. Le dernier appel est arrivé 2 semaines plus tard. J'étais dans notre appartement. Étienne préparait du café. C'était un dimanche normal. Un numéro que je ne reconnaissais pas s'afficha sur mon téléphone. J'ai répondu. Amandine ? C'était Chloé. Sa voix était faible. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois. J'avais bloqué son numéro principal. Ce devait être un nouveau téléphone. Je suis restée silencieuse. Amandine, s'il te plaît. Ne raccroche pas. Je voulais juste. Ton mariage était magnifique.
J'ai regardé la diffusion. Après. Je l'ai regardé en entier. J'attendis. Maman est anéantie, dit-elle. Ce n'est pas mon problème, Chloé, dis-je. Ma voix n'était pas froide. Elle était juste vraie. Je sais. Je sais. Elle est furieuse que tu n'aies pas répondu à sa publication. Je ne le ferai pas, dis-je. Il y eut un long silence. Je pouvais l'entendre respirer. Tu l'as vraiment fait, murmura-t-elle. Toutes ces nouvelles. L'argent. Elle fit une pause. Tu as changé l'histoire, Amandine. J'y ai pensé. J'ai regardé par la fenêtre. Non, Chloé, dis-je. Je n'ai pas changé l'histoire. J'ai juste dit la vérité. Elle se mit à pleurer. Des larmes douces et tristes. Je suis désolée, murmura-t-elle. J'étais juste. J'avais tellement peur de maman. Je l'ai toujours eu. Je sais, dis-je. Et je le savais. Est-ce qu'on peut te voir, demanda-t-elle. J'y ai pensé. J'ai pensé à la maison, aux photos de Noël, aux murmures. Non, dis-je. Pas maintenant. Peut-être. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je suis occupé. Je dois y aller. D'accord, dit-elle. D'accord, Amandine. Je comprends. J'ai raccroché le téléphone. Je me sentais triste pour elle. Pour la fille qui était encore piégée. Mais moi, je ne l'étais pas. Étienne me tendit une tasse de café. C'était qui? Ma sœur, dis-je. Ça va? J'ai souri. J'ai vraiment souri. Oui. Vraiment. Plus tard dans la journée, nous sommes allés nous promener. Nous vivions près de l'eau, une petite plage rocheuse. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai marché au bord de l'eau. C'était froid. J'ai pensé à mon nom, Amandine Dubois. Pendant si longtemps, ce nom était une histoire écrite par quelqu'un d'autre. L'histoire d'une fille triste, difficile, trop intense. Maintenant, mon nom était le mien. La marée montait et effaçait mes empreintes dans le sable. Je les ai regardées disparaître. Le sable changerait. L'océan changerait. Mais je savais qui j'étais. Mon nom était le mien, et je l'étais.